Lorsque l'on regarde les gouvernants qui nous gouvernent, j'aimerais bien savoir qui a une origine sociale, ouvrière, employée, quelqu'un qui a vraiment travaillé dans sa vie. Dans le sens qui a eu un métier que la plupart des Françaises et des Français peuvent connaître. Il y en a zéro. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite, si on peut dire, qui nous vient de Idiot du village. C'est marqué, qui peut lui expliquer calmement, s'il vous plaît, avant que je m'énerve. Tiens, regardez-moi ça. Là, je pèse, je fais petit machin. Légumes, c'est des oignons que j'ai pris. Du coup, je viens là, oignon en vrac. Là, le prix sort 2 €. Regardez bien. Vas-y, mec. Enlevez cette planche là. Regardez cette arnaque. Quand on enlève la machine, et je refais exactement pareil. Merde. 1,47 €. C'est pas de l'abus ça. Donc si vous allez au Leclerc ou n'importe où, enlevez la planche quand vous pesez vos légumes ou vos fruits. Enlevez la planche quand vous pesez vos légumes ou vos fruits. Vous payerez pratiquement 50 centimes de moins. N'écoutez surtout pas ce qu'elle a dit, d'accord? Parce que là, il n'y a aucune arnaque. Là, il y a du vol. Et en plus, elle s'est filmée en train de voler Leclerc. C'est vraiment une dinguerie. Parce que c'est très simple. Elle a retiré le plastique de la balance. En fait, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est comme chez toi. Quand tu as une balance, tu fais quoi? Tu mets un bol dessus, tu appuies sur Tar pour remettre à zéro la balance. Et tu mets, je ne sais pas comment, des fraises dessus pour peser des fraises. Et là, c'est comme si, après avoir appuyé sur Tar, tu retires le bol. Et du coup, tu pèses les fraises directement sur la balance. En fait, ce qui va se passer, c'est que la balance va retirer le poids du bol. Et du coup, ben en fait, avant d'arriver à zéro, ça va d'abord remplir le poids manquant du bol avec la fraise et ensuite le reste, tu vois. Et c'est ce qu'elle a fait là. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais c'est très simple, les mecs. C'est très simple. C'est bien beau de vouloir filmer les arnaques qu'il peut avoir dans les supermarchés, etc., etc. Mais franchement, il faudrait se poser 2 secondes avant de poster une vidéo, les mecs, hein, d'accord? Du coup, on enchaîne avec ce post de le 20h France Télévisions. C'est marqué Brigitte Macron. Donc, c'est avec Brigitte Macron, il y a le procès. Donc, 10 personnes jugées pour cyberharcèlement, accusées d'avoir relayé la rumeur totalement fausse selon laquelle l'épouse du président serait une femme transgenre. Et là, moi, ce qui m'a fait tiquer, après, moi, je dis pas que c'est un mec, hein. Moi, je dis pas que c'est un mec. Calmez-vous. Moi, je relaie juste les choses. C'est quand ils disent la rumeur totalement fausse. Donc, ça a été prouvé que c'est une femme. Je sais pas, elle a fait son test ADN et tout ça, tout ça. Ils sont publicitaires, galeristes, enseignants ou encore retraités. Ils sont jugés à partir d'aujourd'hui pour avoir harcelé en ligne Brigitte Macron. 10 prévenus, 8 hommes, 2 femmes, âgés de 41 à 65 ans. Ils ont participé à la propagation d'une allégation délirante à propos de la première dame. Elle serait une femme transgenre. Une fausse information relayée de façon vertigineuse sur les réseaux sociaux. Voici quelques exemples de publications. J'affirme que Brigitte Macron est un homme, écrit un accusé. Un vieux travelot, écrit un autre. Parmi les prévenus, cette femme médium. Elle brandit sa convocation devant la justice, la juge infondée. Cette femme a largement relayé cette rumeur selon laquelle la première dame serait un homme. Il n'y a pas d'infraction. Et donc on va répondre. Vous êtes excusé de Brigitte Macron. Alors ça c'est le comble. Il va d'abord falloir qu'eux me fassent des excuses, mais on n'est pas là pour ça. Et comme nous tous, on pense que c'est juste un problème de liberté d'expression et pas un problème de cyberharcèlement, voilà. Ce sont les époux Macron qui ont porté plainte. La première dame n'est pas venue à l'audience, mais elle fait savoir au tribunal qu'il n'y a pas un séjour à l'étranger sans qu'on lui parle de cette rumeur, pas un conjoint de chef d'État qui ne serait pas au courant. Les époux Macron ont aussi porté plainte aux États-Unis, car la diffusion de cette fausse information a été amplifiée par les milieux conspirationnistes américains. Cette influenceuse pro-Trump a même réalisé une série télévisée sur le sujet. Elle a été vue plus d'1 milliard de fois en moins de 3 mois. Du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui a marqué « Il y a quand même des cons qui passent leur temps et qui le trouvent à balancer des immondices sur les réseaux parce qu'ils haïssent le président. Bon, et quand bien même Brigitte serait un homme, admettons, hein, qu'est-ce qu'on en aurait à foutre? Ça changerait leur vie.
vie de merde. Alors les mecs, en fait, si, ça serait problématique sur plusieurs points si Brigitte était réellement un homme. Je dis pas que c'est un homme, mais si c'était un homme, il y aurait plusieurs points. Le premier, c'est que Macron a menti aux Français. Donc le président de la République française a menti aux Français en disant qu'il s'est marié avec une femme, alors qu'il s'est marié avec un homme. Ça, c'est une chose. Mais en cachant ce mensonge, ben, il y a des gens qui pourraient le faire chanter, lui dire, bon, tu vas signer tel ou tel contrat, tu vas faire ça ou ça, sinon on va balancer la vérité. Du coup, nous aurions un président de la République française qui se ferait manipuler à cause de son secret, et du coup, il pourrait signer des contrats qui ne seraient pas vraiment avantageux pour la France et les Français. Et le dernier point, c'est que là, nous avons une femme qui a fait un détournement de mineur, toi, et ça passe crème. Donc peut-être que si ça avait été un homme de surcroît homosexuel qui aurait détourné un garçon, là, ça aurait fait cogiter les gens. Et même là, ça montre la dinguerie. Ça veut dire que là, les gens vont cogiter, si je parle vraiment hypothétiquement, que là, les gens vont cogiter parce que c'est un homme, mais quand c'est une femme, ça passe crème. Donc une femme peut détourner un garçon, ça passe crème, tu vois. Pour moi, c'est la dinguerie, c'est une dinguerie pure, tout comme un homme qui détourne une fille ou un garçon, tu vois. Voilà, bref, donc tu vois un peu ce que je pense. Mais je ne dis pas que Brigitte est un homme, d'accord? On se calme. Du coup, on enchaîne avec ce post de Mag Libé, c'est marqué « Bravo Mourad El Attab pour votre intervention et courage dans l'affaire Brigitte Macron ». De ce procès, j'ai amené avec moi le document que j'ai exhumé concernant la de Jean-Michel Trogneux en Algérie, document qui est dans les conclusions et qui est cité dans les plaidoiries des avocats de la partie civile, mais pour lequel je n'ai jamais été interrogé, jamais été convoqué par la police. Il y a qu'aux États-Unis où les médias américains, effectivement, New York Post, Washington Times et Quentin et Tucker Carlson, ont fait le choix d'exhumer ce document officiel. Parce qu'il n'est pas logique que Brigitte Macron, qui a dit officiellement avoir été en Algérie en 2017, ça ne figure pas dans sa biographie. La seule présente en Algérie, c'est Jean-Michel Trogneux. Donc qui est qui? Voilà. Donc moi, on m'a jamais convoqué pour ce faire. Je suis droit absent de ce procès. Je tiens à dire tout mon soutien à ces 11 personnes que je qualifie comme étant des victimes expiatoires d'un faux procès qui ne fera qu'une chose, c'est toucher encore une fois la liberté d'expression. La vérité existe, la vérité est là. J'ai, aucune incrimination particulière. J'évoque simplement des faits qu'on essaie de cacher au plus grand nombre et merci à vous d'en faire état. Que pensez-vous de la loi Schiappa qui est utilisée actuellement dans ce procès pour faire taire finalement? La loi Schiappa. Schiappa, si vous préférez. Oui. Alors moi, ce que je retiens de Schiappa, c'est le détournement des fonds publics à hauteur de 2,5 millions d'euros qui permet à des pseudo-journalistes d'incriminer tous les médias alternatifs comme étant des complotistes. Or, ce sont des voleurs. Ils ont volé de l'argent public. Et tout ça sur le dos de la mémoire de la victime d'un attentat terroriste qui est Samuel Paty. Donc voilà, quand j'entends ces mots-là, c'est tout ce que ça me dit. Vous pensez au fact checking? Bien sûr, c'est eux qui ont bénéficié en grande partie des 2,5 millions d'euros détournés d'argent public. Vous avez bon espoir pour l'issue du procès? J'ai bon espoir pour l'issue de la vérité. Je sais que tout le temps, la vérité explosera. J'ai aucune confiance dans la justice. Je respecte la justice, mais j'ai aucune confiance en elle. D'ailleurs, le fait que ce procès ait lieu, c'est attentatoire à la vérité. Et d'ailleurs, il ressemble plus à un huis clos. La salle est toute petite. Volontairement, puisque on est dans l'ingénierie sociale. Voilà, tout est choisi pour dresser des coupables à la verdict populaire. Mais ce que dit Emmanuel Macron et ses conjoints pédocriminels, c'est que le peuple est du côté de la vérité et donc de ses 11 innocents. Et je suis là pour leur témoigner non seulement mon affection, mais toute ma solidarité. Voilà, je prends ce document, qu'on vient me chercher, c'est ce que j'annonce, c'est faux. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Quel est ce document exactement? Ça explique quoi par rapport à Brigitte? Je n'ai pas compris. Le document est ici. Par contre, là, c'est tout petit, on n'arrive même pas à lire ce qui est marqué. Donc Jean-Michel Trogneux, l'Arlésienne à Alger. Il est plus vraisemblable que Jean-Michel Trogneux, né en 45 et séjourné à Alger entre 61 et 63. Date approximative selon l'enquête Présibus. C'est un document exhumé par Mourad El Attab, confirmé par Xavier Poussard, et qui n'a jamais été démenti par qui que ce soit, qui atteste au moins de la présence à Alger de ce garçon qualifié de confiseur à la date de son recensement militaire le lendemain de ses 18 ans, le mardi 12 février 63. Bref, du coup on enchaîne avec le post de RTL France qui a marqué « Rumeur transphobe contre Brigitte Macron, la première dame va prouver biologiquement qu'elle est une femme. Fallait-il en arriver là? Il y a des irréductibles du complotisme. Éric Dupond-Moretti, ancien garde des Sceaux, au micro d'Anne-Sophie Lapix. Déjà, moi on m'a toujours dit qu'il n'existait pas de première dame en France. » Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. L'avocat d'Emmanuel Macron a annoncé que des preuves biologiques allaient être déposées devant un tribunal aux États-Unis, donc pour prouver que Brigitte Macron est une femme. Est-ce qu'il fallait en arriver là, jusque-là? Oui, puisque cette rumeur n'a pas cessé et qu'elle prospère dans les égouts depuis des années maintenant. Mais est-ce que ceux qui croient aux fake news ne seront jamais convaincus finalement? Plus on se débat, plus ils y croient. Attendez, tout ça c'est bien gentil, il y a des irréductibles du complotisme. Il y a des gens qui pensent que le vaccin tue, il y a des gens qui pensent que la science est aux ordres de je ne sais qui, enfin il y a un tas de dingos qui pensent que la Terre est plate. Mais au moins touchons les gens raisonnables.
disons que tout ça a été fait pour atteindre le président de la République, comme d'ailleurs des histoires de partous avaient été inventées et elles ont affecté et touché Madame Pompidou dans le but de toucher le président Pompidou, comme un certain nombre de choses ont été dites sur Madame Obama. Ok, du coup dans les commentaires, malheureusement il n'y a aucun examen biologique pour évaluer l'imbécilité et la médiocrité de ces complotistes. Quoi d'autre? Le plus simple, c'est plutôt de nous présenter son frère, non? Pourquoi prouver sa féminité? Du coup, on passe sur Citizen Media avec Pascal Praud. Pascal Praud qui, depuis quelques jours, je pense qu'il a plus pompé Sarkozy que Carla Bruni en 20 ans, les mecs. C'est réellement ça. Du coup, Pascal Praud revient sur les conditions de détention difficiles de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Les informations que nous avons, c'est que c'est évidemment très difficile, mais Nicolas Sarkozy, entre guillemets, il tient le coup. C'est qu'il écrit 5, 6, 7 heures par jour. Il fait 1 heure de sport. A priori, sur la nourriture, il ne tient pas forcément à lui-même se faire ou d'un steak haché ou que sais-je qu'on peut faire en prison. Je sais qu'il n'est allé une seule fois voir la cour, qui est en fait une cage, et en fait il n'y va pas. Il préfère rester dans sa cellule, donc 24 heures sur 24 de ce fait, puisque donc en revanche il a des visites par Loire. Ses avocats viennent quasiment tous les jours, ce qui est important parce que quand tu es un détenu entre guillemets classique, je suis pas sûr que ton avocat vienne te voir 1 heure par jour. Le fait d'aller 1 heure par jour te permet de sortir un peu de. Bah oui, parce que le temps est long. Mais c'est pas un traitement de faveur qu'il a, c'est que lui, il a quand même une remise en liberté qui est en cours et qui va bientôt être statuée, donc ça il peut en parler. Il a quand même un appel qui va être dans les prochains mois, donc peut-être qu'il y a aussi, il peut le justifier, le fait que ses avocats viennent par la stratégie de l'appel. Donc voilà, c'est des informations. Bon, demain nous allons célébrer, ça fera 8 jours qu'il est là. On imagine tous que le calendrier, c'est 3 semaines, 1 mois. Ce matin, Christophe Ingrin me disait que s'il y a une demande d'audiencement, à ce moment-là, ça va très vite. C'est-à-dire que si l'audience est le matin, le soir, ils sont... Mais c'est pire que Love Story, hein. Tous les jours, ils en parlent. Dès qu'il fait 1 jour de plus, ils en parlent. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que maintenant, ils avouent que la prison, c'est pas tout rose. Hein. Du coup, on passe sur le poste de Jacques Renardière et c'est marqué « Quand on regarde ce qui nous gouverne, qui a une origine sociale ouvrière, quelqu'un qui a vraiment travaillé dans sa vie, il y en a 0. Il faut arrêter avec la fable de la méritocratie. » Lorsque l'on regarde les gouvernants qui nous gouvernent, j'aimerais bien savoir qui a une origine sociale, ouvrière, employé, ou quelqu'un qui a vraiment travaillé dans sa vie. Dans le sens qui a eu un métier que la plupart des Françaises et des Français peuvent connaître. Il y en a 0. L'Assemblée nationale, en termes de députés, il y a très peu de personnes qui viennent de ce milieu-là. Donc, en plus d'hériter d'un patrimoine économique considérable, parce que c'est le cas aujourd'hui dans ce pays, on n'hérite pas que d'un patrimoine économique. On hérite de savoir-faire, tout ça c'est Bourdieu, c'est pas moi qui l'ai inventé, et ça se représente bien. Donc, je pense qu'il faut aussi arrêter avec la fable de la méritocratie. Là, mais on ne devient pas riche en travaillant, on devient riche en héritant, vous l'avez dit. Il faut juste garder à l'esprit qu'il n'y a pas que des transferts économiques dans nos sociétés. Il y a des valeurs, il y a des imaginaires. Et un des enjeux de ce débat sur l'héritage et sa difficulté, c'est que l'imaginaire méritocratique, il est structurant du discours politique, et l'idéal de propriétaire, de devenir un petit propriétaire et de transmettre à ses enfants, c'est un idéal qui est très largement partagé. Donc le législateur, il a affaire avec la réalité des transferts et avec les imaginaires qui entourent cette réalité. Du coup, dans les commentaires, exactement, ils ou elles n'ont jamais été confrontés au travail en 3x8 pendant 45 ans, par exemple. Du coup, on enchaîne avec ce post de David Guiraud qui a marqué « La suppression annoncée de la CVAE est un braquage de l'argent des Français. C'est écrit noir sur blanc dans tous les documents budgétaires. Cet impôt n'est en réalité pas vraiment supprimé car cette baisse d'impôt est compensée. Il s'agit d'un transfert de la charge de l'impôt, c'est-à-dire que cet impôt ne pèsera plus sur les épaules des grandes entreprises, mais elle pèsera désormais sur les épaules des consommateurs français, de tous les consommateurs français, des classes moyennes et populaires. Regardez. Pour la question de la suppression progressive et bientôt totale de l'impôt de production sur les grandes entreprises qu'est la CVAE est un cumul de tromperie et un braquage de l'argent des Français. Nous parlons ici d'une perte d'argent colossale, estimée à 15 milliards d'euros par an, et ce fait incontestable est la preuve chimiquement pure que tous ceux qui s'apprêtent à voter cette mesure se compromettent sur au moins 2 points. De 1. Désolé, mais vu les montants, vous n'avez jamais eu comme préoccupation de réduire le déficit public. Il s'agit d'un mensonge déployé dans le seul but de réduire en douce l'imposition des plus grandes entreprises du pays. Parce que la supposée suppression de cet impôt, c'est avant qui va profiter dans son immense majorité aux grandes entreprises et aux multinationales sans effet notable sur l'économie. On nous fait croire que cette donation honteuse est censée dynamiser l'industrie, ça a été dit par le RN à l'instant, alors que l'Institut des politiques publiques ne trouve avec cette mesure qui a été débutée en 2021, je cite, aucun effet significatif sur le comportement ni sur la performance des entreprises. Mais il y a surtout un deuxième scandale, c'est que la suppression annoncée de la CVAE, et c'est écrit noir sur blanc dans tous les documents budgétaires, n'est en réalité pas vraiment supprimée car cette baisse d'impôt est compensée. C'est donc un transfert d'impôt, c'est-à-dire que cet impôt ne pèsera certes plus sur les épaules des grandes entreprises, mais il pèsera désormais sur les épaules des consommateurs français, de tous
tous les consommateurs français des classes moyennes et populaires, puisque l'extinction progressive de cet impôt de production sur les entreprises est payée en partie et sera payée à l'avenir par l'argent de la TVA. Ça veut dire que tous les groupes, et je dis bien tous les groupes qui acceptent ce pillage, votent pour que ce soit les Français qui payent ce détournement monstrueux et inutile fait aux grandes entreprises à chaque facture de supermarché, à chaque fois qu'ils payent la TVA au restaurant, à chaque fois qu'ils rénovent leur logement ou encore à chaque fois qu'ils achètent un bien ou un service. Ceux qui votent cette mesure, mais qui ont l'audace ensuite de nous donner des leçons à toute la terre sur les impôts, se disqualifient et se ridiculisent puisqu'ils dilapident déjà l'impôt des Français pour favoriser des grands groupes et ce à faire pour le pays et pour les Français. Du coup, on continue avec ce post de Stéphane K avec David Guiraud et Meyer Habibi. Vu qu'il y a le procès, donc c'est marqué. Il faut avouer que David Guiraud nous avait gratifié dans des moments les plus forts de toute l'histoire de l'Assemblée nationale. Pour ça, on le remerciera jamais assez. Et c'est vrai, ce moment, c'est une pépite. Il n'y a rien à dire. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? Barre-toi d'ici, toi. À qui tu parles? À toi, je te On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide? Récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. S'il y avait justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, Je suis en pleine interview. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Vous voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans l'Assemblée, vous rien à faire. Ils sont moquent des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à la nation. Oh, la tête de meilleur ami quand il a dit porc. Regardez-là. Putain, je meurs. Un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à la nation que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Voilà la politique française, le divertissement, mon Dieu. Ça dit quoi? Antisémitisme, crasse et grossophobie. Il n'aurait jamais dit ça à une personne moins corpulente. Guiraud est un guignol. Moins corpulente? Bah oui. C'est ça les vannes, c'est que quand tu vannes quelqu'un qui est gros, tu dis qu'on dirait un porc. Si c'était une meuf qui était élancée, toute maigrichonne, t'aurais dit on dirait une girafe, je sais pas. Ouais, si la personne elle est moins grosse que Meyer Habib, tu vas pas lui dire tu ressembles à un porc. Ouais, c'est la base. Et du coup, on continue avec le post de David Guiraud qui répond à Citizen Media en disant « En effet, ce jeudi, j'irai réitérer au tribunal mes excuses les plus sincères à tous les cochons de France et d'ailleurs qui ont pu être heurtés par cette comparaison méchante et blessante avec Meyer Habibi. » Et du coup, il y a Meyer Habibi qui a dit « Je me suis fait traiter de porc, de cochon à 3 reprises par David Guiraud. C'est un moment très dur pour moi. Depuis, sur les réseaux, on n'arrête pas de me traiter de cochon. » Jeudi, vous allez vous retrouver devant le tribunal pour une affaire, nos téléspectateurs s'en souviennent, qui vous oppose à David Guiraud et je sais que ça fait longtemps que vous attendez que justice soit rendue sur ce sujet. Ouais, beaucoup de gens m'interpellent, c'était un des moments les plus durs de ma vie parce que je n'ai pas pu répondre. Pas physiquement comme j'en avais envie, je vous le cache pas. Je m'étais traité, vous vous en rappelez, de porc, de cochon à 3 reprises par Guiraud après qu'il ait brandi pour la première fois au sein de l'hémicycle un drapeau palestinien. Et c'était un moment très dur pour moi. Et ma vie depuis a changé. C'est-à-dire que c'était une insulte antisémite répétée à 3 reprises. Alors les mecs, blague à part, vraiment premier degré, je ne savais pas que dire porc à un juif, c'était antisémite. Mais vraiment, premier degré, je ne savais pas. Dites-moi dans les commentaires ceux qui le savaient. Moi, je le savais pas, sérieusement. Et depuis, vous le savez sans doute, sur les réseaux, on n'arrête pas de me traiter de cochon. On a hurlé mon nom dans des manifestations pro-palestiniennes. Meyer Habib est un cochon. Je suis un garçon extrêmement fort. Ça ne change rien à ma détermination. Mais on va se retrouver devant le tribunal donc jeudi. Et j'espère que David Guiraud va être condamné. Il devait être sanctionné par l'Assemblée, mais il y a eu une dissolution de l'Assemblée nationale à l'époque. Donc il n'a pas été sanctionné par l'Assemblée. Mais j'espère que la loi en France, le fait que m'avoir traité de porc, qui est peut-être l'insulte antisémite la plus vieille dans le lexicon des antisémites, on avait traité Alfred Dreyfus de porc. Et dans l'histoire, le porc a été caractérisé, les antisémites ont caractérisé les juifs de porc durant des décennies et des... Ouais, mais pour toi, je pense pas qu'il a dit ça en pensant, ouais, parce que t'es juif. Non, c'est parce que t'es gros, mec, c'est tout. Les nerfs. Et donc on se retrouvera donc devant la 17e chambre. Alors la 17e chambre, vous allez me dire, a décidé que l'arbre, l'olivier qui a été coupé par deux antisémites justement, l'arbre à la mémoire d'Ilan Halimi, c'était pas un acte antisémite. On va attendre, on va voir. Je fais confiance à mes avocats, j'ai William Gonadel et Olivier Pardo qui seront là. Et on enchaîne avec le poste de Ouma qui a marqué Pierre Lelouch, islamophobe notoire, tient des propos racistes et xénophobes en toute impunité. Écoutez ce qu'il a dit, c'est lunaire. Pour que la République s'installe, il a fallu casser l'église catholique et on l'a fait. On attache les curés et les nonnes nus pour les jeter dans la Loire. On a exécuté les bébés. Aujourd'hui, il attend de voir ce que la République est capable de faire face à l'islamisation de la France. Moi, je vois de plus en plus de voiles dans les rues à Paris.
Donc le mec, il met en parallèle ce qui s'est passé à l'époque avec les curés et les nonnes qu'on a jetés nus et les bébés qu'on a flingués avec les musulmans actuellement. Donc il dit, j'attends de voir ce que la République va faire. En parlant de ce qu'ils ont pu faire à l'époque, tu vois. C'est incroyable. Pour que la République s'installe durablement, il a fallu casser l'Église catholique. Et on l'a fait, on a nationalisé. Et je ne parle même pas des violences commises pendant la période vendéenne, où il y a eu quand même 300 000 morts. Dans l'ouest de la France, où on attachait les curés et les nonnes nus, et pour les jeter dans la Loire. On exécutait les bébés. Il faut lire les rapports du général Turreau, qui raconte comment on a maté les cathos de l'ouest de la France. Mais après, pendant la préparation de la loi, on a viré les moines des monastères. Manu militari. Ceux qui ne signaient pas, qui ne se rendaient pas à la République, étaient virés. Beaucoup sont partis à l'étranger. Je rêve. Mais aujourd'hui, on est confronté à un problème. Voilà, il parle de ça en disant on a maté les cathos. Et ensuite, il switch en parlant des musulmans. C'est ça, hein? Colossal. D'islamisation de la France, j'attends de voir ce que la République est capable de faire. Elle est dans l'incantation de la laïcité du matin. Mais imaginez l'inverse, que quelqu'un parle comme ça des juifs. Une dinguerie, les mecs. Une dinguerie. Soit, mais moi je vois de plus en plus de voiles dans la rue à Paris. À Paris, je vois un entrisme total des frères musulmans un peu partout, dans tous les compartiments de la société. La République est couchée dans l'islam. L'entrisme, on peut dire que c'est les personnes qui ont accès au pouvoir. Hein. J'ai pas l'impression que c'est plus les musulmans qui ont accès au pouvoir. Hein. Du coup, on termine avec cette vidéo Instagram. C'est un abonné qui me l'a envoyé. C'est marqué « Qui peut montrer la vidéo à Rachel Kahn ?» Oui, un contraceptif a bien été injecté de force à des juives éthiopiennes désireuses d'émigrer en Israël. Après 5 ans de démenti, sous la pression des défenseurs des droits de l'homme, Israël a fini par avouer. Elle était pratiquée avant le départ dans les camps de transit où les migrants apprennent à se servir des objets du confort moderne. Un scandale qui explique pourquoi ces 10 dernières années en Israël, le taux de fécondité a chuté de moitié chez les juifs d'Éthiopie. Voilà les mecs, pour cette petite vidéo zapping réaction, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insulte, comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like, la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.